Le réveil en douce. Et puis un samedi, un événement inconnu se produisit. Le 21 mars 1992 à 15h. Rien pourtant ne m'y avait préparé. J'étais seul chez moi, assis sur mon canapé. Je tournais mon attention vers l'intérieur encore une fois, selon l'enseignement de Nisargadatta, comme je le faisais depuis 2 mois. Je me recueillais dans le pur sentiment d'être, dans le pur « je suis ». Mais cette fois, ce simple geste de conscience allait changer ma vie. 21 mars 1992, c'est dans le livre de José Leroy, que je vous ai déjà conseillé, que je trouve vraiment très très beau, qui s'appelle « Retour à soi », « Retour au soi » avec un S majuscule. Et ce qui m'est arrivé à moi le 26 mai 2023, c'est très loin de ce qui lui est arrivé à lui. D'abord, j'étais pas tout seul, j'étais en conversation avec quelqu'un, avec Sylvaine Thoron, cette praticienne de l'IFS, ou en français des multiples aspects intérieurs. Ça n'a pas été comme un éveil de la conscience, comme une disparition du corps, parce qu'une expérience comme celle que José raconte dans son livre, j'ai l'impression de l'avoir vécue avant. Moi, j'ai pris le raccourci des psychédéliques, il y a 5 ans. Mais il y avait encore quelque chose à voir, que je ne voyais pas, et que j'ai vu, le 26 mai 2023. Avec l'aide, l'accompagnement de Sylvaine Thoron. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et ce que j'ai vu m'a convaincu de la puissance de cette manière d'envisager l'humain qu'est l'IFS, l'Internal Family System. J'en avais entendu parler avant par Issa Padovani, qui appelle ça les multiples aspects intérieurs. Et puis j'en avais entendu parler aussi en lisant le livre de Bessel van der Kolk, qui s'appelle The Body Keeps a Score. Le corps n'oublie rien. Il en parle comme d'une thérapie particulièrement efficace. Mais je voyais ça comme, je sais pas, une méthode, un protocole. Et j'avais l'impression que c'était pas pour moi. Et il a fallu l'insistance de mon ex-compagne, qui reste ma meilleure amie, pour que j'aille quand même voir là-bas qu'est-ce qui pouvait se passer, pour que je m'intéresse plus en profondeur à cette Internal Family Systems. Ce rendez-vous avec Sylvaine, j'y suis allé vraiment en traînant les pieds. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que ça démontre aussi à quel point notre volonté est faillible. Cette fameuse volonté, tu sais, ce libre arbitre. Je voulais pas y aller. J'étais désespéré de la situation et j'avais l'impression quelque part que si elle m'envoyait là-bas, c'était une manière pour elle de se déculpabiliser, je sais pas quoi, d'essayer de mettre un pansement sur cette blessure que notre séparation avait ouverte et qui saignait abondamment. Donc c'est elle qui a pris le rendez-vous. En fait, c'est pas elle qui a pris le rendez-vous, c'est elle qui m'a dicté le mail que j'ai envoyé à Sylvaine pour lui demander s'il était possible d'avoir un rendez-vous. Et 10 jours plus tard, j'avais ce rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait plein de choses que je ne comprenais pas et qui me séparaient de moi-même et qui surtout me séparaient de l'amour de moi. Et la grande force de l'IFS, c'est de m'avoir permis de voir qu'il existait une part à l'intérieur de moi-même. Un pétale de la fleur de l'ego. Ça, c'est une de mes conversations récentes qui m'a apporté cette métaphore-là. C'est comme si notre ego avait plusieurs pétales, comme une fleur en fait. Il y a le cœur. Le cœur, c'est ce que Richard Schwartz, celui qui a théorisé l'IFS, appelle le self. Le self, c'est l'esprit, c'est l'énergie qui anime l'univers, qui est
ce que nous sommes profondément. C'est ça, le cœur, le pistil de cette fleur. Et puis il y a des pétales. Les pétales, c'est l'ego. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs égos. Il y a plusieurs parts à l'intérieur de nous. J'en ai la conviction parce que je suis allé rencontrer une de ces parts qui continuait de frapper à la porte de mon attention sans que je le sache. Comment ça s'est exprimé ? Sylvaine a commencé comme ça. Elle m'a demandé d'essayer de poser le problème qui justifiait le fait que j'ai pris rendez-vous avec elle. Alors je lui ai parlé de ce qui ressemblait au problème. Voilà, je vis une rupture. C'est très dur. Je souffre de ça. J'ai l'impression que quelque chose m'est arraché. Et que sans cette chose qui m'est arrachée, la vie va être grise, triste. Dans le compartiment de mon existence qui s'appelle la relation intime, l'amour, romantique. La sexualité. Peut-être c'est fini pour moi, peut-être ça n'arrivera plus. Et me résoudre, me résigner à ça, c'est juste une douleur insurmontable presque parfois, qui me donne plus envie de continuer. Et puis ça passe. Je sais bien que je crée la réalité avec mes pensées et que si je ne m'attache pas à cette pensée-là, je peux continuer ma vie. Mais il y a quelque chose comme une note grise qui reste là et je me demande si c'est possible de l'éteindre, de l'atténuer au moins. Et Sylvain m'a dit on va aller rencontrer cette part là de vous. Et je lui ai dit vous savez, je sais ce que vous allez faire et j'ai pas très confiance dans le fait que ça puisse avoir de l'effet. Et elle m'a aussitôt répondu alors cette part-là qui n'a pas confiance, on va l'accueillir aussi. On va la prendre avec nous, on va l'emmener. On va lui dire qu'elle est bienvenue. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête à ce moment-là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me raconte là ? On est en train de se raconter des histoires. On va dire, comme les enfants, alors on aurait plusieurs parts à l'intérieur de nous et on jouerait à aller les rencontrer. Mais qu'est-ce que c'est sinon une construction mentale, ça ? Et puis il y avait ce sentiment de tristesse qui m'accompagnait depuis cette histoire de rupture. Et je me suis dit, oh, j'ai rien à perdre, quoi. Vas-y, allez. Alors j'ai dit ok. J'ai fermé les yeux. Elle m'a dit, allons-y, allons rencontrer ça. Je fermais les yeux. Je voyais rien. C'était un peu une sorte de méditation dans laquelle elle m'emmenait. On ferme les yeux, on va à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? D'abord, c'est des sensations diffuses. Il y a ce nœud un peu à la poitrine qui est, quand les pensées de la rupture sont là, c'est l'endroit où ça vient se loger. Là. C'est pas agréable. Bon, on va rencontrer ça. Alors je lui dis, voilà ce que je ressens. Elle me dit très bien, alors on accueille ça. On accueille ça. On accepte, on ne résiste pas, on ne refuse pas, on accueille. Ok, on accueille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah oui, je le vis, oui, bon. Et puis, au fil de la séance, elle essaye de me faire mettre des mots sur ce que je ressens, ce que je vis. Il y a une sorte de paix qui s'installe quand même. Une sorte de confiance, j'aime bien la manière dont elle me parle. J'aime bien qu'elle ait l'air de s'adresser à une part à l'intérieur de moi plutôt qu'à moi dans mon entièreté. Parce que c'est pas moi dans mon entièreté. Si jamais elle voulait s'adresser à celui qui fait le podcast, c'est pas la même personne, quelque part. C'est quelqu'un de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus
entreprenant, de beaucoup plus curieux, qui s'anime facilement, qui est dans la joie du partage, dans l'envie de la découverte et de l'autre. Mais à cet endroit-là, là où le nœud apparaît, non, c'est pas ça, c'est vide. C'est creux, ça fait mal. Donc elle m'emmène dans cet endroit. Et au bout d'un moment, je lui dis, et je m'entends encore lui dire, « Ah, je crois que je vois quelque chose. » Et je lui dis, « C'est dans l'enfance, c'est un enfant. » Comment j'ai vu cet enfant, j'en sais rien. C'est certainement lié à ce que j'ai partagé avant, c'est certainement lié au fait que je me questionne tellement sur cette souffrance que génère la séparation, que mon mental est sans arrêt à essayer de questionner, mais d'où ça vient, pourquoi je souffre autant alors que je sais qui je suis. Je sais que je fabrique ma réalité avec mes pensées. Mais on dirait que ça suffit pas. Donc je cherche. Et je lui dis ça, je lui dis je vois quelque chose et c'est un enfant, oui c'est un enfant. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois un petit garçon qui me ressemble devant un miroir dans la salle de bain. Je ne sais pas quel âge il a, peut-être 5 ans, 6 ans. Et je sens monter à l'intérieur de moi une émotion incroyable, quoi. Et elle me dit, c'est quoi ? Et je lui dis, la déception. Elle me dit, mais quelle déception ? Et je lui dis, il se regarde dans la glace et il voit un garçon. Et elle me dit, mais où est le problème ? Il voudrait voir une fille. Et je lui dis, mais oui, il voudrait voir une fille. Et c'est un garçon. Elle continue un peu son interrogatoire. C'est pas un interrogatoire, c'est vraiment un guidage. Elle dit, alors qu'est-ce qu'il ressent, ce petit garçon qui voudrait voir une fille, etc. Et puis elle essaye de me connecter avec ce petit garçon qui voudrait voir une fille. Mais la connexion ne se fait pas. Je sens que la déception de ce petit garçon qui voudrait voir une fille, c'est la déception que je vis, moi, de rentrer à l'intérieur, d'aller rencontrer ce petit garçon et de voir que c'est un petit garçon. Et là, ça va cliquer au bout d'un certain temps dans la tête de Sylvaine. Et elle finit par me dire quelque chose comme « Olivier, ça vient pas de nulle part. Si ça se sentait fille et que ça voyait un garçon, est-ce que c'est pas tout simplement parce que c'était une fille ? C'est à ce moment-là que quelque chose comme une mini-explosion nucléaire a lieu dans ma tête. Il y a un truc. Je me dis, qu'est-ce que tu es en train de dire là ? Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Personne ne m'a jamais dit ça. Ça serait une fille qui se regardait dans la glace et qui voyait un garçon ? Et en une seconde, j'entends l'analogie qui existe entre eux. Vous vous souvenez au début du podcast, je disais, quand j'étais enfant, je me demandais pourquoi j'étais moi. Et puis à un moment dans ma vie, j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est qui es-tu ? Il s'est passé la même chose à ce moment-là avec Sylvaine. Je me suis entendu dire toute ma vie, je voudrais être une fille. Et Sylvaine m'a dit, mais vous êtes une fille.
te rends compte ? Alors qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Elle me dit, imaginez que c'est ça. Racontez-vous l'histoire à partir de cet endroit-là. Ce petit garçon qui se regarde dans le miroir, c'est une fille. Et là, j'ai senti un élan dingue, quoi. Excuse-moi pour l'émotion qui me traverse, parce que c'est tellement fort. C'est encore là, en fait. J'ai vu que ce petit garçon, c'était une petite fille. J'ai pensé au film de Sébastien Lifshitz qui s'appelle Petite fille et qui m'avait tellement ému, qui m'avait presque déchiré. Tellement il est beau. C'est un film tout récent. Sur un petit garçon qui s'appelle Sacha, mais qui a toujours cru qu'il était une fille. Sauf que lui, il est né là, il y a quelques années. Donc la dysphorie de genre, c'est quelque chose qui existe, quoi. C'est quelque chose qu'on prend en compte. On sait que c'est possible. Et ce film, oui, il m'avait transpercé, quoi. Au point de me dire, mais peut-être c'est mon histoire, ça. Mais pas au point de me dire, je suis une fille. Et là, je l'entends, parce que je crois que je ne me serais jamais autorisé à penser ça. Mais c'est quelqu'un d'autre. C'est une voix qui sait qu'il y a à l'intérieur de nous plusieurs parts, et à l'intérieur de moi, il y a une part qui sait qu'elle est une fille, depuis l'origine. Et là, c'est comme dans un film, tu vois. Le passé, ça s'aligne. Putain. En fait, cette petite fille, elle a passé son enfance et son adolescence dans un corps de garçon, qui n'était pas le sien. Elle ne se sentait pas garçon, mais tout le monde lui renvoyait que c'est ce qu'elle était. Et elle a fait de son mieux pour faire ce que les autres voulaient, c'est-à-dire être un garçon. Mais quel enfer! Et là, cette petite fille qui se regarde dans la glace et qui voit un garçon, je tombe amoureux d'elle. Mais tu peux pas savoir. C'est le chaînon manquant dans ma vie. Je suis une fille. Peut-être que tu rigoles devant ton écran. Tu te dis, mais t'as vu la tête du mec, quoi. Il a une barbe, il est grand-père, il a une grosse voix, il a une queue, évidemment. Il a rien d'une femme, quoi. Sauf que voilà, c'est ce que je suis. Et à l'endroit où je suis une fille, et si je dis le mot fille et pas le mot femme, c'est parce que vraiment c'est quelque chose qui est relié à l'enfance. Et pour moi, le mot fille, c'est le plus beau. Quand ma fille était enceinte de ma petite fille, je rêvais que ce soit une fille. Et je ne faisais pas exprès de rêver que ce soit une fille. Je voulais que ce soit une fille parce que c'était dans mes tripes, cette idée que je cherchais à l'extérieur de moi ce que j'avais à l'intérieur. Et ce que ma deuxième compagne m'a apporté, c'était ça. Je pouvais me vivre comme une fille avec elle, mais sans m'en rendre compte. Et en particulier dans les relations sexuelles. Ce corps dont je ne savais pas quoi faire. Soudain, avec elle, ça marchait. Sans que je sois obligé de me raconter que j'étais une fille. C'est juste que la façon dont ça se passait me donnait l'impression d'une relation lesbienne, parce que c'est ça aussi que je découvre en même temps. C'était quelque chose que j'arrêtais pas de dire. J'arrêtais pas de dire aux gens, ah là là, j'aurais bien aimé être une fille. Et si j'avais été une fille, j'aurais été lesbienne. Et je disais ça sur le ton de, tu sais,
de la boutade, quoi. Le truc auquel tu crois pas vraiment, tu dis ouais, je dis ça pour faire le malin, quoi. Sauf que c'est la vérité. Parce que j'ai jamais été attiré par les hommes. Les corps d'hommes me dégoûtaient plutôt. Jamais j'ai eu le moindre pulsion, attirance homosexuelle. Je me suis toujours considéré comme radicalement hétéro. Pour moi, il n'y a que les femmes. Certains hommes qui expriment leur féminité, il y en a sur les réseaux sociaux, notamment je pense à Jeffrey Marsh, me touchent énormément parce qu'ils laissent leur féminité s'exprimer. Au point parfois de se maquiller, de se déguiser, de s'habiller avec une robe de fille. Je pense pas que je vais faire ça, moi. Mais tu vois, j'ai un collier là. Tu vois, j'ai des bracelets, tu vois, j'ai des bagues. Cette liberté-là, je me l'étais jamais accordée avant. Je pense pas que je vais faire comme Issa Padovani. Je ne vais pas transitionner. Je me sens bien dans ce corps d'homme, finalement, aujourd'hui, avec mes pulsions de lesbienne. Ça rend pas forcément très facile tout ce qui tourne autour de la relation à l'autre dans l'intimité. C'est sûr. Les femmes attendent un homme, pas une femme. J'ai tous les attributs d'un homme. Mais c'est pas ça que je suis au fond. Ou plutôt, je peux être les deux. Et c'est une expérience extraordinaire de pouvoir être les deux. D'avoir réalisé cette fusion. Je peux être un homme, je peux être une femme, je peux être ce que je veux. Je suis la conscience infinie, universelle, localisée ici. Peu importe le véhicule. Et toutes les expériences passées, soudain, prennent sens à la lumière de ce paradigme. Et je vois comment, semaine après semaine, depuis ce 26 mai, je m'installe dans cet amour de moi, lié à cette révélation. Non, c'est pas que je voudrais être une fille, c'est que je suis une fille. Je ne sais pas la valeur de ce témoignage. Pour toi. Peut-être tu vas me prendre pour un fou. Peut-être tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se raconte comme histoire ? C'est encore des histoires. Mais on n'a que ça des histoires. Dans l'épisode qui s'appelle Une histoire de grand-père, c'est ça dont je parle. On n'a que des histoires dans ce monde de la forme. Il n'y a que de l'instant présent, tout le reste, ce sont des histoires. Et l'instant présent, il est quasiment indescriptible. Mais là, tout de suite, dans l'instant présent, je sais qui je suis et je sais que je peux être tout ce que je veux. Et je te souhaite cette grâce. C'est la rentrée, c'est donc le retour des webinaires de la communauté francophone des Trois Principes, jeudi, donc après-demain. Le premier webinaire de la saison sera animé par Hervé Caron et Jasmine Desbiens sur le thème de l'écoute profonde. Tu es invité chaleureusement à venir y participer. On a vraiment envie que la communauté francophone des Trois Principes s'agrandisse et on va faire tout ce qu'on peut pour que ça ait lieu. Je voulais aussi te dire que ma traduction de The Missing Link, donc le chaînon manquant de Sydney Banks, serait bientôt disponible. L'éditeur de Sydney Banks a décidé de valider cette traduction que j'ai faite et de la mettre en vente bientôt. Donc je te le dirai quand ce sera disponible. Et puis je vais enchaîner sur un autre livre de Sydney Banks qui s'appelle The Enlightened Gardener, le jardinier illuminé. Quant au week-end prochain, avec Ina Mialache sur le thème du libre arbitre, c'est complet, mais il y en aura d'autres. Et n'hésite pas à aller sur mon lien Linktree ou sur mon site internet si tu veux en savoir plus, si tu as envie d'une conversation individuelle avec moi. Il y a tout ce qu'il faut sur le site pour pouvoir organiser ça.